Donc, la RSE. Donc, quand on parle de RSE, on parle de développement durable. Donc, le développement durable, il y a les 3 piliers du développement durable, qui est l'aspect social, économique et environnemental. Donc, social, c'est tout ce qui est en lien avec l'humain. Ensuite, l'économie et l'environnement. Donc, si vous voyez ici, si on associe, voilà, vous voyez ma souris. Donc, le social et l'économique, ça fait une entreprise équitable. Quand on parle de social, enfin d'humain et d'environnement, c'est quelque chose de vivable. Et quand on parle d'économie et d'environnement, ben là, c'est viable. Donc ça, c'est les 3 piliers du développement durable. C'est-à-dire que c'est comme un trépied. Si on enlève un de ces pans-là, et ben, ça s'écroule. C'est pas durable, en fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment une formule qu'il faut bien garder en tête au niveau du développement durable. C'est ces 3 grands piliers. Alors, la RSE, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. On parle aussi de RSO parce que c'est la responsabilité des organisations, parce que ça peut s'appliquer à des associations, à des institutions, enfin, beaucoup d'autres choses que des entreprises. Mais là, en ce qui nous concerne, c'est surtout la RSE dont on va parler. Voilà, mais c'était pour… voilà, si vous voyez RSO, c'est la même chose. Donc, quelle est la différence entre développement durable et RSE? Alors, le développement durable, pour reprendre les bases, il répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Donc, il couvre 3 dimensions, économique, environnementale et sociale. Donc, c'est un objectif planétaire, le développement durable. La RSE, donc au début, tout le monde parle de développement durable, je fais du développement durable, non. Au bout d'un moment, on parle vraiment, ceux qui s'engagent dans les démarches, ils parlent plutôt de RSE. Là, je vais enlever, parce que voilà. La RSE, donc, c'est la contribution des entreprises au développement durable. Donc, elle se traduit par la volonté de l'entreprise d'assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement et d'en prendre compte. Donc, c'est un peu la définition. Donc, en gros, la RSE, c'est le développement durable à l'échelle d'une entreprise. Parce que ce n'est pas vous qui allez vous développer sans compromettre la capacité des générations à répondre l'heure. C'est toutes les entreprises et toutes les organisations qui, ensemble, vont faire avoir cet objectif planétaire de se développer durablement. Donc, la RSE, c'est vraiment au niveau de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'au début, on parle de développement durable et après, vraiment, quand on rentre dans ces démarches-là, c'est la responsabilité sociétale de chaque entreprise. D'accord? Alors, les lignes directrices de la RSE. Donc, il y a une norme, donc présentation de la norme ISO 26000. Donc, l'ISO 26000, c'est l'unique norme internationale qui fournit aux entreprises les lignes directrices de la RSE. Ce document décrit les principes et thèmes que recouvre la RSE et elle propose une méthode de mise en œuvre dans une entreprise. Donc, ça s'applique aussi bien aux TPE qu'aux grandes multinationales. C'est des grandes lignes directrices. Donc, la norme, elle fait je ne sais pas combien de pages, il y a je ne sais pas combien de lignes. Je ne l'ai plus en tête, mais c'est un gros document. Donc, ce qu'il faut, c'est vous allez devoir rechercher dedans ce qui vous intéresse. En fait, on va partir de votre activité pour voir ce qui peut vous concerner dans cette norme et suivre un peu ces grandes lignes directrices. Alors, par exemple, en environnement, il y a beaucoup de labels en environnement. Là, pour la RSE, il n'y a vraiment qu'une seule norme qui existe et ça a été très compliqué à faire parce que c'est une norme internationale. Mais voilà, c'est votre document de base. En général, il est retraduit sous d'autres formes. Il y a d'autres outils qui existent pour le simplifier, mais il fallait déjà partir de cette norme de base. Alors, ça ne veut plus… Si, voilà. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes de l'ISO 26000. Je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr. C'est juste ce qu'il faut. Le but, c'est que vous reteniez les mots-clés de cette norme. Donc, déjà, la norme, c'est par définition volontaire. Donc, ce n'est pas contraignant. D'accord? C'est vraiment les démarches volontaires. On ne vous oblige pas. Ce n'est pas une réglementation. C'est des lignes directrices. Donc, la norme, elle est claire. Elle explique, elle donne des compléments d'information. Elle évite les incompréhensions ou l'arbitraire.
parce que ce qu'on appelle développement durable ou RSE, voilà, ce n'est pas la même chose pour une petite entreprise que pour une grande entreprise, puis en fonction des secteurs d'activité aussi. Donc là, c'est comment elle explique vraiment comment ça peut s'appliquer à différentes sortes d'entreprises. Donc, elle a été élaborée par consensus, c'est-à-dire qu'elle ne peut privilégier les intérêts d'un groupe d'acteurs restreint, mais bien au contraire du plus grand nombre. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très général, hein. Donc, il y a plus de 90 pays qui ont pris part à l'élaboration de cette norme. Et en France, SAFNOR a associé plus de 100 organisations pour sa rédaction. Donc, c'est un outil commun international pour tout acteur voulant conduire sa légitimité responsable. Voilà, donc c'est pour dire que c'est vraiment l'outil de base qui a fait vraiment l'objet d'un consensus international. Il y a quelques pays qui ne l'ont pas voté, mais bon, c'est vraiment pas. Il n'y en a pas beaucoup qui ne l'ont pas voté. Alors, dans cette norme, il y a 7 questions centrales. Je ne vais pas parler de normes, je vais parler dans la RSE. Il y a 7 questions centrales. Donc, pour définir le périmètre de leur responsabilité sociétale, la norme ISO 26000 invite les organisations ou les entreprises à articuler leur démarche autour de 7 questions centrales. Ces questions centrales visent à identifier les domaines d'action pertinents sur lesquels l'organisation va pouvoir se baser pour fixer ses priorités et mettre en place ses propres actions. Donc, les 7 questions centrales, donc, il y a la gouvernance de l'organisation, il y a l'environnement, les communautés et le développement local, questions relatives aux consommateurs, les droits de l'homme, relations et conditions de travail et loyauté des pratiques. Donc, on va juste les décrire, toutes ces 7 questions centrales. Vous allez être plus ou moins être concerné par certaines questions centrales, vous allez voir. Et puis, le but, c'est que voilà, vous puissiez développer celles qui concernent vraiment votre activité. Donc, c'est pour ça qu'on part d'abord de votre activité, on voit ce que vous faites, et hop, on va aller chercher, on va aller pouvoir le rentrer dans les cases de la 26000. Alors, les 7 questions centrales. Donc, la première, c'est la gouvernance de l'organisation. Donc, ça concerne l'engagement de la direction, la culture RSE et son déploiement en interne et en externe. Donc, c'est une des questions centrales qui concerne toutes les entreprises, mais c'est plus facile pour les petites entreprises avec une petite sphère d'influence que les grandes entreprises au niveau de gouvernance. Donc, quand il y a peu de personnes, des clients locaux, pas trop variés, voilà, ça peut être plus facile. Les grandes entreprises qui ont vraiment toute une organisation et beaucoup plus de contraintes, voilà, c'est un peu plus lourd et ils sont un peu plus concernés. Mais tout le monde est concerné à son niveau pour répondre à cette gouvernance. Ensuite, les droits de l'homme. Donc, c'est démontrer le respect des droits de l'homme. Ça concerne surtout les entreprises qui ont des activités à l'international. Sophie ? Oui. Oui, excuse-moi, je vous coupe un petit peu parce que j'ai envie de couper, j'ai envie de poser une question, je suis curieuse. Donc, sur le premier point, donc sur la première question, à savoir donc TPE ou grande entreprise, est-ce qu'il faut, alors un TPE ça va être très compliqué, mais quand on est dans une grande entreprise, est-ce qu'il faut peut-être dédier une personne à la RSE ou pas forcément? Ah oui. Oui, en général, il y a oui, il faut, parce que ça demande quand même pas mal de moyens et de faire travailler déjà en interne tous les services. Et en plus d'impliquer après, au niveau des grands groupes, après, c'est plus tous les fournisseurs, les clients, toute la chaîne de valeur, les riverains. Donc, il faut forcément quelqu'un qui puisse, ou même un service, hein, après, il y a des services dédiés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grands groupes, ils ont obligation de faire un rapport RSE. Ça, c'est au niveau des grandes multinationales. C'est une obligation pour eux. Maintenant, pour les petites entreprises, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, c'est comme oui, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un ou le mieux, c'est d'avoir un groupe de travail. Groupe de travail sur la RSE, ne serait-ce que pour savoir ce qu'on peut attendre de vous, pour valoriser, trouver des idées d'action, mais ça se fait pas tout seul, quoi. Donc c'est plutôt des groupes de travail qu'une personne. D'accord. Okay. Elle va devoir travailler avec d'autres parce que ça se fait pas sur un coin de table, justement. On verra après la notion
de parties prenantes en interne qui sont, voilà, c'est c'est un projet vraiment global à l'entreprise. Hein. Ça peut pas être. Il faut vraiment que ce soit porté par la direction parce que c'est pas le travail qui est derrière, il se fait vraiment en profondeur. Donc, il faut essayer d'embarquer tout le monde là-dedans. Donc, c'est plus par groupe de travail que pour une seule personne. Okay. Voilà. Une question de Laure qui dit concrètement, ça se traduit comment pour la gouvernance? Alors, et là, excuse-moi Sabrina, mais du coup, ou Sophie, tu viens de dire que c'était obligatoire pour un grand groupe de faire un rapport. Un reporting RSE, oui. Et dans la mesure où c'est une démarche volontaire, sans obligation, quelles sont les contraintes qui seraient associées à cette obligation tu vois, de reporting? Dans la mesure où c'est une démarche qui moi, je les ai pas en tête parce qu'en général, c'est fait au niveau des… Moi, les groupes pour lesquels je travaille, c'est fait vraiment tout en haut au niveau de la DG, quoi. Donc, moi, je l'ai jamais fait, mais il y a une obligation pour ceux qui sont cotés en bourse, une obligation de reporting RSE. Donc, je peux pas vous donner plus de détails là-dessus parce que moi, je le fais pas. Oui, c'est des auditeurs. Voilà, moi, je travaille plus pour les industries locales. Là, je le fais pour un groupe, mais en fait, je le fais vraiment par rapport à une entité locale parce que c'est pas suffisant ce qui est fait au niveau du groupe. C'est un groupe, c'est une filiale d'un groupe américain, donc c'est fait au niveau du groupe, mais là, on va développer plus au niveau local pour avoir justement, parce que au niveau des décisions, voilà, comme il y a des choses qui dépendent du groupe, le but, c'est d'essayer de faire déjà au niveau local, à leur petit niveau, localement, faire cette démarche RSE. On voyait même dans un grand groupe, voilà, on peut avoir des initiatives personnelles au niveau local, dans une filiale locale qui est à Carpentras, justement. Et non, à Monteux, mais Monteux et Carpentras. Et du coup, voilà, moi je peux pas vous répondre, je peux pas vous dire en détail tout ce qu'il y a dans le reporting RSE, quoi. Non, c'était juste, j'étais étonnée de cette dimension obligatoire pour un grand groupe quand c'est une démarche volontaire, tu vois. C'était plus à ce niveau-là que ça m'étonnait. Non, mais pour vous, concrètement, ici, c'est plus volontaire, quoi. Oui. Mais c'est quand même, voilà, de savoir que c'est une obligation, c'est que c'est un peu, voilà, et c'est un peu dans l'ordre c'est ce vers quoi on va aller, quoi. Oui, ce vers quoi on tend. Là, pour l'instant, c'est volontaire, mais comme après la réglementation, ça peut être de plus en plus comme à l'intérieur, on verra. Hein, dans la RSE, on parle de réglementation, que ce soit le code du travail, le code de l'environnement. Donc, ça intègre aussi un côté réglementaire important. Voilà, qui lui n'est pas du tout volontaire. Oui. Mais le fait de rentrer dans toute la démarche globalement, voilà, ça reste volontaire à votre niveau, quoi. Ok. Et c'est intéressant aussi ce côté volontaire, je trouve. Et après, désolée, hein, du coup, j'ai une autre question. Pour la gouvernance, concrètement, ça se traduit comment? La gouvernance, c'est comment on prend en compte, comment on définit déjà ces parties intéressées, donc ceux qui, de près ou de loin, sont impactés par vos activités ou qui vous impactent. Donc, les parties intéressées donc en interne ou en externe. C'est vraiment les grandes lignes de la politique et comment on travaille, la façon de travailler. Est-ce qu'on prend en compte l'avis de tout le monde? Est-ce qu'on embarque les fournisseurs ou les clients aussi dans ces démarches-là pour rayonner? Ou est-ce que… voilà, c'est vraiment… Alors, au début, c'est surtout voilà, en interne, voilà, quelle façon de travailler on va avoir ensemble. Hein, donc, au niveau gouvernance, c'est plus, voilà, c'est comment on travaille avec toute l'équipe de l'entreprise, quoi. Donc, les parties intéressées internes, mais aussi externes, ceux avec qui vous travaillez le plus souvent. Voilà, c'est… Oui, donc en fait, c'est définir un petit peu la gouvernance au final. C'est cette question centrale concernant la gouvernance. Ça va dire, par exemple, sur un mini-rapport, de dire, on intègre dans la gouvernance la direction générale, mais aussi les employés, mais peut-être aussi nos clients et nos fournisseurs, c'est ça? Ouais. Souvent, dans la gouvernance, voilà, il y a une charte d'entreprise, par exemple.
On définit les parties intéressées qui sont les plus importantes en interne ou en externe, celles qui peuvent être vulnérables, sensibles, celles à laquelle on va apporter quelque chose, celles qui peuvent présenter des risques et puis essayer aussi de travailler avec eux. Donc, il y a vraiment une notion de communication, de transparence et puis d'influence bénéfique qui est importante. Donc, mais bon, là, la gouvernance, ce n'est pas le sujet le plus important pour les petites entreprises. Ouais. C'est vraiment plus pour les grandes entreprises où ils doivent justifier de leur méthode de travail. Enfin, voilà, c'est plus on parle beaucoup de management, quoi, de management dans la notion de gouvernance. Ok. Voilà. Très bien, merci. Voilà, comment c'est déployé, par exemple, là, on parle le déploiement en interne et en externe. Donc, déjà, de faire une charte RSE ou une politique, la politique de l'entreprise, quoi. C'est quelle est notre politique et comment elle est déployée. Donc, ce n'est pas juste un responsable qui va dire sa politique, la direction qui donne sa politique, c'est comment elle va être déployée et comprise et intégrée par l'ensemble des équipes, quoi. Ok. Merci. C'est bon pour la gouvernance? Pour moi, ce n'est pas le plus intéressant quand on est une petite entreprise qui a cette démarche volontaire. Les droits de l'homme aussi, enfin, je fais d'abord les plus faciles, hein. Donc, ça dépend de votre activité. Donc là, c'est tout ce qui concerne les droits de l'homme. Donc, c'est surtout comment vous respectez, vous prenez en compte les droits de l'homme dans votre entreprise. Donc, c'est surtout pour ceux qui travaillent à l'international, qui font travailler des gens à l'international, qui ont des fournisseurs internationaux, des clients internationaux. Quand ça reste en France, là, c'est surtout des problèmes de discrimination qu'on va retrouver dans les droits de l'homme. Bon, il peut y en avoir d'autres, hein, mais en général, c'est les seuls points que je relève comme notables au niveau des entreprises. Par contre, voilà, si vous partez à l'international, ben voilà, c'est là où on va regarder avec qui on travaille. On va se poser des questions, on va leur poser des questions. Voilà, si vous avez des fournisseurs internationaux, je ne sais pas, en fonction de vos activités. Est-ce qu'il y en a qui travaillent à l'international, là, parmi vous? Oui, non? Ma maison mère est à l'international et au Canada. Ouais. C'est tout. D'accord. Oui, au Canada, oui, c'est un peu comme… enfin, voilà, il y a un peu moins de problèmes que… Enfin, moi, j'ai cette thématique-là, on l'a dans une réflexion, là, c'est dans l'agroalimentaire, par exemple, où ils ont des fournisseurs qui viennent d'un peu partout dans le monde, donc en fonction de l'origine de leurs produits, des pays d'origine, ben voilà, ils ont une réflexion sur les producteurs locaux et comment ils travaillent et comment les regroupements se font, voilà. Pareil pour des agences ou ceux qui se déplacent aussi à l'international. Donc, c'est un peu l'impact de l'entreprise au niveau international. Donc, voilà pour les droits de l'homme, et aussi en France aussi, hein, par contre, là, voilà, ça aussi, ça peut être un sujet pour certains. Sophie, Oui. Il y a Arnaud qui demande, pouvez-vous répéter la question? Donc, c'était surtout si on avait des fournisseurs à l'étranger, en fait. Hein. Non, ou ceux qui travaillent à l'international, qui se déplacent, qui travaillent avec d'autres, enfin, qui ont des partenaires dans des pays qui sont un peu plus problématiques en matière des droits de l'homme, quoi. D'accord, ok. C'est comme ceux il y avait eu des problèmes. Moi, je sais qu'il y a eu des problèmes aussi avec ceux qui travaillent avec la Chine. Enfin, c'est toujours l'éternel problème. Donc voilà, il y a certains pays, voilà, où ça peut, voilà, il faut se poser des questions des fois. Je ne parle pas de la Chine, hein, mais voilà, c'est surtout si vous travaillez à l'international, vous allez vous poser ces questions-là. En France aussi, de toute façon, mais en général, c'est pas le sujet. Donc, ce ne sera pas votre gros sujet, je pense, au niveau de votre activité. Là, le but, c'est de trouver vraiment les questions qui concernent vraiment votre activité. Donc voilà, en France, c'est surtout tout ce qui est le problème de discrimination, par contre, là, qui vont rentrer en jeu. C'est bon pour les droits de l'homme?
Alors, on va passer aux relations et conditions de travail. Donc là, il y a plusieurs slides. Donc ça, c'est beaucoup plus développé hein, dans la 26 000. Donc, il y a plusieurs domaines d'action en lien avec les relations et conditions de travail. Donc, le premier, c'est emploi et relations employeur-employé. Donc, c'est tous les contrats de travail, la réglementation du travail, les embauches, comment sont faites les embauches, les licenciements avec les aides à la reclassification ou retrouver des emplois. Donc, ça, c'est le premier domaine d'action. Donc là, vous pouvez avoir des actions très fortes là-dedans et le mettre en avant. Donc là, le but, c'est que vous mettiez en avant ce que vous faites vraiment de bien et que vous maîtrisez. Donc déjà, là, il y a quand même une partie réglementaire qui est très, très importante quand même. C'est un peu la base. Mais vous pouvez aller plus loin aussi par rapport à ça. Des conditions de travail et protection sociale, donc tout ce qui est respect des conventions collectives, équilibre emploi et vie privée, les heures sup, etc. Équilibre emploi et vie privée, donc ça aussi, je l'ai vu beaucoup l'année dernière avec le Covid, là, justement. Mais il y a des entreprises qui vont plus loin là-dedans aussi, qui aménagent les horaires en fonction, enfin là, qui n'ont pas des horaires fixes et qui laissent une certaine souplesse pour organiser aussi voilà, cet équilibre. Voilà, c'est un peu les exemples que j'ai vus, moi, par rapport à ce domaine-là. Donc, ceux qui vont un peu plus loin là-dedans. Sinon, le troisième domaine, c'est le dialogue social, donc tout ce qui est représentant des travailleurs, le dialogue avec les CSE, l'implication voilà, des représentants, le dialogue social, hein, la participation des salariés à la vie de l'entreprise. Donc, c'est souvent ceux qui sont un peu plus importants, qui ont des CSE, les CSSCT. Ensuite, santé et sécurité au travail. Donc là, c'est la notion de maîtrise des risques d'accidents ou maladies professionnelles. Donc, c'est souvent ceux qui ont des activités qui sont un peu plus à risque. Hein. Ce n'est pas forcément dans un bureau, mais voilà, les sites de production, les déplacements, enfin voilà, toutes les activités qui peuvent présenter soit des risques d'accident de travail ou des maladies professionnelles à long terme. Ensuite, le développement du capital humain, donc le développement des compétences, reconversion. Donc, ça aussi, moi, ce que je vois des fois d'un peu notable dans les entreprises qui mettent en avant ce facteur-là, c'est ceux qui permettent de se réorienter, enfin, de trouver un autre emploi dans la même entreprise, en fait, de changer de poste, par exemple, sans avoir à démissionner. Donc, ils accompagnent vraiment la personne pour qu'elle ne parte pas. Qu'elle ne parte pas et qu'elle puisse, voilà, toujours, c'est parce que les envies évoluent et puis on veut faire autre chose, mais on le fait, on aide la personne soit à rester dans l'entreprise ou soit à partir. Donc ça, c'est des choses voilà, qui peuvent être un peu plus. Et puis bon, il y a tout ce qui est développement du capital humain. Donc c'est aussi tout ce qui est formation, les formations dans le cadre du travail aussi qui sont importantes. Vous avez des questions ? Alors, je continue. Après, vous pouvez toujours me couper si ça vous vient après. Alors ensuite, il y a l'environnement avec les… Je suis désolée, c'est passé juste à côté. J'étais en train de répondre et je voulais poser la question. C'est juste pour savoir, donc le dernier point, donc le domaine 5, est-ce que ça revient au CEP qui a été créé, au conseiller en évolution professionnelle? Oui, voilà, c'est tout ce qui est… oui, c'est ça. Ok, c'était tout. Donc l'environnement, donc là aussi 4 domaines d'action, tout ce qui est prévention de la pollution, utilisation durable des ressources, atténuation des changements climatiques et adaptation, et protection de l'environnement, biodiversité et réhabilitation des habitats naturels. Donc ça concerne les entreprises qui ont un impact environnemental, des impacts environnementaux, pardon. Donc ça peut être des sites de production, mais ça peut être aussi ceux qui, dont les choix peuvent avoir un impact indirect aussi sur l'environnement. Et aussi ceux qui ont une sensibilité importante. Par exemple, voilà, on a beaucoup d'argent, on va faire une fondation sur l'environnement, même si ce n'est pas notre métier. Voilà, ça aussi, ça peut être… voilà, ça peut être… Il y a différents profils. Mais en général, c'est surtout ceux qui
qui maîtrisent bien l'environnement parce que leur activité a des impacts. Donc, voilà, ils s'investissent plus dans la maîtrise de leur activité par rapport à l'environnement. Donc là aussi, il y a quand même un gros pavé réglementaire. Et sinon, ça concerne, donc là, ça peut concerner aussi déjà tout ce qui est bureau. Aujourd'hui, on voit beaucoup tout ce qui est pollution numérique, donc tout ce qui est e-commerce et tout ça. Donc voilà, tout ce qui est. Donc il y a cette nouvelle activité numérique qui commence à rentrer en compte. Donc ça aussi, voilà, soit c'est des sites qui ont vraiment un impact direct, et puis l'autre, c'est plus un impact indirect, mais par rapport à leurs activités, que ce soit en France ou aussi indirectement par rapport à leurs fournisseurs, comme on voyait tout à l'heure aussi par rapport j'ai perdu le deuxième. J'ai un trou. C'est Oh, droits de l'homme, pardon. Voilà. Donc les droits de l'homme, c'est pareil. Là aussi, par rapport à l'environnement, on va se poser des questions. Voilà, avec qui on travaille, quelles sont les conséquences là-bas de nos achats ou de nos clients. Donc voilà. Donc voilà. Comment vous prenez en compte l'environnement? Est-ce que c'est un sujet chez vous? Qu'est-ce que vous faites aussi par rapport à la préservation de l'environnement? Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qui pourront avoir des choses un peu, des actions que vous pouvez mettre en avant et sur lesquelles vous pouvez travailler dès le départ. Sophie, oui, je te coupe, je laisse la parole à Arnaud qui avait une question. Oui. Oui, est-ce que cette norme ISO 26000 s'apparente à ce qu'on appelle une entreprise à mission? Alors, je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle. Mais est-ce que ça s'apparente à ça en fait? C'est-à-dire par exemple, moi je suis mandataire pour AXA, mais je ne suis pas salarié. Mais on nous a fait pas mal de visio là depuis quelques temps, parce que AXA vient d'être estampillé réseau à mission. C'est-à-dire qu'on a certaines, je ne sais pas comment exprimer ça, on a certaines choses à développer par rapport à tout ce que vous venez d'énumérer, c'est-à-dire réseau, la gouvernance sociale, écologique, économique. Oui. Parce que ça, c'est un peu la même chose au final. Oui. Au final. Ah oui, non, mais ça, c'est vraiment… En plus, là, je pense que c'est des démarches… Enfin, toutes les entreprises, il n'y a pas d'obligation encore de faire ça. C'est encore une démarche volontaire, d'être entreprise à mission, il me semble. Mais ça rentre tout à fait là-dedans, oui. D'accord, ok. Tout ce que vous faites, ça peut être de la RSE. Ce que je fais là aujourd'hui avec vous, c'est de la RSE. Donc après, c'est juste… est-ce que vraiment, voilà, est-ce que c'est vraiment fort ou pas fort? Mais en fait, parce que là, c'est vraiment, on balaye tellement large que oui, si on est en entreprise à mission, ça va être quoi? Plus sur l'homme, plus sur l'environnement, plus sur l'économie. Donc, on en revient toujours à ces 3 piliers. Vous pouvez toujours le rattacher à un de ces piliers et puis peut-être après une question centrale. Mais il y aura toujours une petite case… Une entreprise peut s'orienter vers différents aspects de cette norme. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout traiter. D'accord. Si vous n'avez pas d'impact, mais que vous travaillez dans l'humain, vous êtes un centre de formation, voilà, ça va être plus de l'humain. Si c'est une banque, ça a l'aspect économique, mais aussi l'aspect éthique humain. Et puis peut-être après l'environnement, parce qu'ils ont des obligations aussi en matière de… Mais voilà, vous êtes plus dans l'économie, plus dans l'homme, mais il y a forcément les 3. Il y aura forcément les 3, mais c'est lequel est le plus fort chez vous, et c'est sur celui-là que vous allez travailler, sur ce que vous allez travailler sur les sujets que vous maîtrisez. Vous n'allez pas parler d'environnement si vous n'êtes pas du tout là-dedans. D'accord, ok. Par contre, oui, la gouvernance, c'est pour tout le monde. Après, les droits de l'homme, peut-être que ce ne sera pas du tout un sujet chez vous, puis vous allez mettre votre énergie ailleurs. C'est là où vous allez choisir, en fait. C'est pour ça, là, je vous présente toutes les questions centrales. Mais là, d'avance, il y en a peut-être une qui va ressortir pour vous en disant, moi, voilà, si j'en ai qu'une sur laquelle je vais travailler, c'est déjà ça. Vous pouvez déjà en choisir qu'une. Il ne faut pas tout voir parce que c'est toutes les questions centrales. Après, c'est trop. Vous pouvez vous poser des questions sur chacune d'elles. Puis après, justement, on verra après, c'est comment on choisit, lesquelles on va choisir pour commencer à travailler sur la démarche RSE. Ok. Merci. Alors, il y a plein de questions qui se posent. Donc, il y a Sébastien qui a rebondi sur Arnaud en disant que c'était
alors large. C'était l'étude de la matérialité de l'entreprise qui va orienter les actions RSE et dont l'impact social que l'on va chercher. Et après, je donnerai la parole à Laure, du coup, puisque Laure a pas mal de questions aussi. C'est pour ça qu'on va vraiment partir de votre activité et voilà, sur quoi vos choix, vos développements, sur quel domaine vous allez avoir un impact. Il peut y avoir plein de domaines et puis il peut y avoir juste un ou deux, mais qui seront très forts et sur lesquels vous allez travailler. Il faut que ce soit adapté vraiment à votre réalité, déjà à votre taille, à vos moyens, et puis à votre sphère d'influence, quoi. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? On continue? Oui, je voulais juste te dire, j'ai parlé de matérialité, effectivement, parce qu'on soit petite ou grande entreprise, je pense que la RSE elle a autant d'importance pour les TPE et les PME. Effectivement, c'est une histoire de budget, la RSE, bien sûr, hein, mais quand on arrive à comprendre que la visée de l'impact social, de l'impact du développement durable, ce que ça peut apporter, vraiment, ça peut avoir un impact de développement sur toute entreprise. C'est pour ça que la matérialité, ça veut dire la visée de l'entreprise qu'elle développe pour après avoir une vraie visée en fait de développement, d'action, de développement durable. C'est vraiment important de partir de la recherche de son impact. Mais ça, donc c'est très bien de le faire dès le départ. Alors c'est plus compliqué pour les entreprises qui existent depuis longtemps, qui ont les habitudes, mais si dès le départ vous construisez en ayant ces principes RSE en tête, mais ça va être beaucoup plus simple. Ah, complètement. On se pose les questions avant, donc c'est très bien de faire ça là maintenant pour vous. Hein, je trouve ça très intéressant. Parce que moi, j'accompagne les entreprises qui existent depuis longtemps et c'est compliqué des fois hein, de changer, justement, de changer un peu de vision, changer les habitudes, alors que là, vous avez tout à faire maintenant. Si vous intégrez déjà les bons éléments dans votre activité, ce sera de la routine, en fait, de se poser ces questions-là systématiquement. Et sur la gouvernance, ça peut être intéressant sur l'idée aussi du changement de statut d'entreprise. Effectivement, il y a certaines entreprises aujourd'hui qui vont vers la coopération, vers le statut scope, justement. Et c'est vrai que là, il y a vraiment un véritable enjeu de gouvernance. Comment demain, on est en capacité à mener les salariés vers des enjeux de leur entreprise. Je vois que ça vous pose des questions sur cette gouvernance. Ce que je vous propose, moi, c'est qu'à la fin, je vous enverrai tout ce qui est, le détail de la gouvernance. C'est pas énorme, hein, mais comme ça, vous pourrez voir un peu les grandes lignes directrices. On va peut-être pas faire ça là maintenant, mais je vous les donnerai, comme ça, vous pourrez vraiment voir ce qu'il y a derrière la gouvernance. Alors, des fois, sur une ligne directrice, vous pouvez développer plein de choses. Hein. Et puis, mais je pense que ça pourrait être bien que vous le regardiez dès le départ. Donc, il y a Laure aussi, je suppose qu'il veut, j'ai bien compris. Hein, et du coup, donc Laure avait une question. Oui, alors, peut-être un peu provoque ou quoi. Encore une fois, c'est une démarche qui est volontaire. Il n'y a pas de contrainte. Je suis une entreprise traditionnelle qui n'a pas très envie qui fonctionne très bien comme elle fonctionne. Pourquoi j'intégrerais ça? Est-ce qu'il y a des incentives à le faire? Est-ce que quels sont si je suis quels sont mes avantages à le faire? Je vois les avantages comme ça en termes d'image, en termes de communication, en termes de fonctionnement. Je sais qu'il va y avoir une résistance au changement, mais ça va être intégré et après ça ira mieux. Mais si Sophie, tu devais convaincre une entreprise d'intégrer cette démarche RSE, depuis ton expérience, quels seraient les principaux points que tu mettrais en avant? Alors, les principaux points, c'est qu'il faut que ça vous serve à vous. Donc, c'est pas… Alors, on appelle ça le RSE washing aussi, où il y en a qui font un peu de RSE mais la vraie RSE, c'est que ça veut dire que tout le monde a son mot à dire. Tout le monde est embarqué dans cette histoire et ça vous sert à vous. En fait, il y a des retours parce qu'il y a le plaisir de travailler dans une boîte qui demande mon avis, qui satisfait mes besoins, avec qui on peut parler, avec qui on peut tout dire.
avec qui dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je peux évoluer. Donc, c'est surtout en interne. Tous les salariés, ils ont dit, mais c'est super. Donc, au début, ils ont dit, c'est quoi ça? Et puis après, en y allant petit à petit, en disant, bon, ben ça, on va travailler que sur un sujet, mais par contre, on va travailler avec tous ceux qui sont concernés, on va demander l'avis. Et souvent, c'est ça. Enfin, c'est surtout ce que ça apporte, ça vous apporte à vous. Après aussi, on peut aller plus loin et puis on peut influencer aussi les clients en leur disant voilà, vous pourriez faire ça, on peut aller plus loin, on peut travailler ensemble, ou au niveau local aussi, vous pouvez travailler avec les collectifs, tout ce qui est au niveau du territoire, au niveau des fournisseurs aussi, si eux aussi, les amener aussi dans cette démarche-là s'ils ne le sont pas déjà. Voilà, mais ça devient, c'est un peu comme une maille. Donc, ça commence déjà, c'est juste dans l'entreprise. Pour vous, et après, on se pose les questions, ça rassure aussi. Ça veut dire qu'on prend, c'est pas juste de l'économie, ou c'est une façon d'après de se dire, c'est de pérenniser aussi l'entreprise. Donc, le fait d'être plus pérenne, les gens, ils s'en vont pas, les talents, ils restent, et puis on se développe ensemble. C'est ça qui est bien. Et en externe, je pense que ça répond aussi à des attentes clients, quoi. Oui, mais ça, il faut d'abord faire le travail en interne de façon à ce qu'on prend n'importe qui. Les boîtes qui ont fait ces démarches-là, je prends n'importe qui dans la boîte, ils savent parler de RSE. Ils savent ce que c'est. C'est pas juste, on a eu ça. C'est tout le monde a été informé, et puis justement, chacun après peut apporter sa part à l'édifice, quoi, à son niveau, hein, mais voilà, le but, c'est… Oui, c'est une démarche globale qui intègre tout le monde, quoi, qui implique tout le monde. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer, il faut y aller aussi, la façon de… Il ne faut pas aller trop vite, il faut aller chacun à son rythme, il ne faut pas que ça prenne du temps. Si ça prend du temps sur le travail et qu'après, on doit courir pour… non, il faut que ce soit complètement intégré. Donc, il faut y aller… doucement, mais il faut y aller. Si on y va dès le début, à chaque fois, on va se poser la question. Donc après, il y a des outils aussi qui peuvent exister, des outils d'aide à la décision, où on reprend un peu tous ces points. Tiens, est-ce que là, c'est équilibré par rapport aux 3 piliers, par exemple? Est-ce qu'il y a au niveau technologique, il y a des solutions? Est-ce qu'on a des compétences pour ça? On aurait besoin de compétences. Voilà, mais c'est vraiment, d'abord, c'est un travail en interne, et je n'ai jamais vu une boîte qui a dit non, franchement, la RSE, on a laissé tomber, quoi. Personne ne laisse tomber. Ouais. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Pardon? Et on te laisse continuer. Alors, ensuite, les loyautés des pratiques. Donc, tout ce qui est lutte contre la corruption, engagement politique responsable, concurrence loyale, promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur, c'est ce qu'on disait, fournisseurs, clients et plus. Respect des droits de propriété. Donc, tout ça, loyauté de pratique, ça dépend de votre activité aussi. Donc là, on verra si vous êtes concerné par un de ces domaines d'action. Les questions relatives aux consommateurs, donc tout ce qui est commercialisation, information et contrats, protection de la santé et de la sécurité des consommateurs en fonction de ce que vous vendez. Tout ce qui est consommation durable, le SAV, assistance et résolution des réclamations et litiges, protection des données. Voilà, donc tout ça, c'est les aspects, des questions relatives aux consommateurs. Donc ça, c'est surtout au niveau des produits ou des produits et services que vous mettez en avant. Donc ça dépend de votre activité aussi. Et en fait, communauté et développement local. Donc là, c'est implication auprès des communautés, éducation et culture. Vous pouvez aussi faire participer, prendre par exemple, vous prenez des jeunes au niveau local, vous pouvez avoir un impact aussi sur la culture. Les créations d'emplois et le développement des compétences, les créations d'emplois localement. Développement des technologies et accès à la technologie, création de richesses et de revenus, la santé et investissement dans la société. C'est comment vous rayonnez aussi au niveau local. Donc ça aussi, ça va dépendre de votre activité. Donc au début, c'est vrai qu'on se concentre plutôt sur son activité, et puis après, quand on a le temps, on aide aussi
Là, par exemple, j'avais une entreprise où il y avait 1 heure par semaine, il y avait tous ceux qui étaient… en fait, ils aidaient des demandeurs d'emploi. Ils donnaient… non, c'était 2 heures toutes les 2 semaines avec un chercheur d'emploi. Et puis, comme ils avaient des réseaux, parce que dans leur activité, ils travaillaient avec beaucoup d'entreprises, et ils mettaient en lien les demandeurs d'emploi avec des entreprises. Bon, voilà, ça, c'était vraiment une super action où ils avaient pu permettre le retour à l'emploi de pas mal de personnes. C'est des trucs en plus, hein. Après, ça peut être juste au niveau local, c'est-à-dire, voilà, nous, on embauche vraiment des gens du coin pour après créer un peu ce tissu au niveau du territoire. Il y a Sébastien Tanary qui donne quelques exemples comme mécénat, achat et investissement responsable, mise à disposition de salariés sur des projets humanitaires. Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là, du coup? Voilà, là, il y avait ceux qu'on avait emmenés au trophée RSE. Eux, ils faisaient des stations d'épuration avec des roseaux et ils ont aidé, par exemple, ils sont allés en Afrique pour aider dans les villages isolés à mettre en place des stations d'épuration. Voilà, c'était juste leur savoir-faire qu'ils ont donné aussi. Donc ça, c'était via du mécénat d'entreprise aussi. Et ils ont travaillé aussi avec des ONG. Donc là aussi, hein, c'est très intéressant. Hein, c'est à faire. Donc ça aussi, c'est un exemple aussi. Donc c'est les développements locaux, mais ça peut être aussi dans d'autres endroits dans le monde. Donc, alors, comment les aspects économiques sont-ils traités dans la norme ou dans la démarche RSE? Donc, ce n'est pas une question centrale parce que c'est vraiment transversal. Elle est intégrée dans chaque question, hein, parce qu'il y aura toujours l'aspect économique derrière. Donc, la mise en œuvre, c'est pour ça, en fait, par rapport à la démarche RSE, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est en fonction de votre capacité financière, elle sera plus ou moins développée. Vous pouvez faire des petites choses et puis après, si vraiment vous avez les moyens, voilà, vous allez pouvoir faire plus de choses, mettre plus de moyens, plus de personnes, plus de compétences pour développer cette démarche RSE. Donc, c'est vraiment adapté, hein, petit ou grand. Voilà. Donc, c'est une grande entreprise qui fait plein de bénéfices et qui se contente de faire juste le respect de la réglementation, c'est pas de la RSE. On attendra beaucoup plus d'une grande entreprise qu'une petite entreprise qui a un peu moins de moyens. Et les derniers points, en fait, c'est les grands principes. C'est les principes de base. Donc, ce n'est pas comme des questions centrales pour lesquelles il y a des lignes directrices qu'on va développer. Là, c'est vraiment les 7 principes de base qu'il faut respecter. Donc, il y a la notion de redevabilité, c'est qu'on est redevable à la société des choix que l'on fait. La notion de transparence, le comportement éthique, l'intérêt des parties prenantes, le principe de l'égalité, les normes internationales de comportement et les droits de l'homme. Donc ça, c'est vraiment les 7 grands principes. C'est voilà, dans tout ce qu'on fait, on va essayer d'intégrer ces principes de base. C'est pour ça que la base, déjà, c'est la réglementation, mais voilà, il peut y avoir tous ces principes-là. Donc, on peut jouer l'hyper-transparence ou sinon, on peut juste faire, voilà, il y en a qui sont vraiment dans l'hyper-transparence, qui dévoilent pas mal de choses aussi. Et puis, voilà, c'est au niveau, ça peut être aussi un axe de travail parce que ça peut être une volonté, une méthode de travail aussi à développer. Donc ça, c'est les principes de base. Donc normalement, si vous devez adhérer quand même à ces principes-là pour après se dire, voilà, quels sont les sujets qui vont nous concerner au niveau de la démarche RSE. Donc, pourquoi engager son organisation dans une démarche de responsabilité sociétale? Donc, je vais répondre encore peut-être un peu plus précisément à la question. Donc, c'est déjà une démarche de progrès, donc qui s'inscrit dans la performance globale de l'organisation. Donc, comme je vous l'ai dit, les entreprises existantes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on remet souvent en question des pratiques et des organisations, surtout quand elles sont en place depuis très longtemps. Et pour les jeunes entreprises, c'est un formidable levier de croissance, donc des nouveaux clients, des nouveaux marchés, une attractivité
Et surtout, enfin, voilà, vous allez avoir le même langage que des entreprises qui sont dans cette démarche RSE et ça crée beaucoup de liens aussi justement avec cette entreprise-là. Mais c'est surtout que voilà, c'est déjà partir avec des bonnes bases sur quelque chose qui, de toute façon, à terme, voilà, ça va assurer un peu la pérennité de l'entreprise, surtout dans le contexte actuel entre l'environnement et puis le social où ça devient de plus en plus compliqué. Donc, c'est bien de l'intégrer dès le départ. Sophie, il y a Sébastien Tannery qui rajoute, donc quoi qu'il en soit, les entreprises de plus de 500 salariés ont une obligation extra-financière et donc de reporting. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais, le reporting RSE. Mais là, ce n'est pas votre cas. Pour Sébastien, je ne sais pas. Ah oui. Bon, après, si, AXA, oui, mais… Donc, pourquoi… alors, les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages, c'est des avantages concurrentiels. Meilleure réputation et image. Donc, ça, c'est à partir du moment où vous commencez à communiquer dessus. Donc, ne dites pas que vous faites de la RSE si vous avez juste trié vos déchets. Hein, ça ne suffira pas. Capacité à attirer et retenir les talents ainsi que les clients. Donc, ça, c'est important aussi. Hein, les talents, enfin, souvent, voilà, dans les démarches RSE, on essaye de vraiment satisfaire, aider la personne à s'épanouir hein, dans le travail. Donc, ça, accroissement de la motivation des salariés ainsi que leur productivité. Donc, il y a une très bonne perception aussi des partenaires financiers parce que c'est quand même assez, enfin, les démarches RSE sont assez reconnues. En plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui le font, mais des petites, c'est quand même un effort qui est reconnu. Hein. Meilleure relation avec toutes les parties prenantes publiques et puis voilà une notion de performance aussi parce que voilà, il y a des études qui ont mené que voilà, c'était au niveau de la performance, il y avait quand même aussi des résultats. Il y a des efforts aussi. Et les inconvénients, voilà, c'est surtout pour aujourd'hui, c'est plus vu comme une politique de grands groupes, alors que ça peut s'appliquer à toutes sortes d'entreprises hein, avec les moyens du bord et puis l'impact qu'elles peuvent avoir aussi sur la société. Bon, et c'est vrai que aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas le terme de RSE, mais voilà, je pense qu'on va en parler de plus en plus. Enfin, on en parle de plus en plus. Et donc, il y a quand même un certain nombre de moyens pour mettre en place des démarches RSE. Donc, il y a aussi vous pouvez trouver quand même des aides. Hein, on peut vous aider aussi à mettre en place ces démarches, avoir des moyens, avoir des conseils ou des formations. Mais voilà, ça demande quand même l'implication déjà d'un groupe de travail hein, pour la mettre en place. Mais voilà, ces moyens ils seront réduits si la démarche grandit avec l'entreprise. Ça veut dire que vous allez voilà, avoir les réflexes de vous poser des questions et de préparer les éléments de réponse dès que vous agrandissez, vous développez, que vous changez un peu de formule. Donc, voilà, vous allez tout de suite pouvoir faire le lien avec la démarche RSE, puis valoriser ce qui est bien fait et puis après apprendre des erreurs que l'on fait aussi. Hein. Et ce que je vous disais de moi tout à l'heure, voilà, c'est surtout en interne que j'ai vu les grands bénéfices. Alors, quelle heure il est là? Alors, comment initier une démarche RSE? Donc, d'abord, il faut faire un diagnostic. C'est le point de départ pour passer à l'action. Donc, avec des objectifs pertinents et réalistes. Donc, le but, c'est déjà de partir de votre activité. Hein. Donc, quels sont vos impacts hein, sur la société? Avec qui vous travaillez? Qui sont vos parties prenantes? Les clients, les fournisseurs, les riverains, les partenaires, les bureaux d'études. Voilà, c'est tous ceux qui vraiment, soit ils impactent votre activité, soit c'est vous qui les impactez. Donc là, on va faire un peu une cartographie des parties intéressées, en interne et en externe aussi. Donc en interne, quand vous commencez à avoir pas mal de monde, il y a les parties intéressées en interne, ça peut être le CSE, l'encadrement, ça peut être plusieurs compétences différentes. Donc vous allez bien faire une photographie de votre entreprise et puis là où vous êtes aujourd'hui, là où vous voulez aller,
aussi pour dire ben voilà où on veut aller aujourd'hui et puis sur quoi il va falloir travailler pour commencer à initier cette démarche RSE. Est-ce que ce sera plus sur l'environnement ou sur les aspects un peu sociaux ou alors territorial? Enfin voilà, il faudra. Donc ce diagnostic, ça permet déjà de, voilà, s'il faut le faire avec quelqu'un qui a une vision vraiment de ce qu'on peut attendre d'une démarche RSE aboutie. Et pour vous conseiller et puis vous aider dans vos choix d'action et bien les mettre en cohérence vos objectifs avec dans le cadre de cette démarche RSE. Donc ce n'est pas les objectifs RSE en général, c'est les objectifs de l'entreprise qui vont rentrer voilà, dans les domaines d'action. Et alors oui, il y a le parcours performant et responsable en PACA. Donc ça, il y a un outil de pré-diagnostic qui est assez rapide à faire en quelques minutes. Vous pouvez déjà le pré-remplir et puis voir où vous en êtes par rapport à… Donc moi, j'ai essayé de le faire. C'est assez rapide, effectivement. Et puis voilà, il vous pose des questions de base pour voir si vous êtes déjà un peu dans cette démarche-là au niveau de la RSE. Et après, donc, vous pouvez avoir les aides aussi de la CCI pour venir vous voir et puis après, éventuellement, avoir des financements. Donc, le chéquier RSE, si vous voulez aller plus loin, avoir des soutiens aussi extérieurs pour un accompagnement individuel. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être fait au niveau… Donc, ça, c'est vraiment pour les premiers pas, quoi. Mais c'est assez intéressant pour vous positionner. Donc voilà, je voulais juste vous présenter déjà peut-être un premier outil pour commencer, mais ça peut être plein d'autres choses. Vous pouvez faire déjà un diagnostic personnel avec quelqu'un de compétent. Mais voilà, celui-là, il est assez rapide et puis ça permet de voir un peu quelles questions on va nous poser pour commencer cette démarche. Voilà.